Et nous sommes de retour sur Europe 1 pour l'invité politique du soir. Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Première question. En ce 14 juillet, Narendra Modi, le Premier ministre indien, a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Il a été un invité d'honneur également du défilé militaire. Certaines ONG le qualifient, je cite, d'ennemi des droits de l'homme. Est-ce que c'est judicieux de la part du chef de l'État de convier Narendra Modi et de lui décerner cette décoration ? Ce qui est judicieux, c'est de nouer et de développer un partenariat avec un pays comme l'Inde, qui est absolument essentiel sur la carte du monde. Je rappelle que depuis quelques semaines, c'est le pays le plus peuplé du monde. Et donc, la France reste un acteur du monde indo-pacifique et ne peut pas passer par-dessus des relations avec un pays aussi important. Alors, vous savez, les remises de décoration, c'est un classique du genre. Et sincèrement, même si bien évidemment je reste très attaché, singulièrement venant du Sénat, aux droits de l'homme et aux libertés. Mais si nous ne devions parler qu'avec des dirigeants du monde qui respectent strictement les libertés, on ne parlerait pas à grand monde. Alors cela n'empêche pas de faire, comme ça a pu être le cas hier lorsque nous avons reçu le président indien au Sénat, on peut toujours aussi parler des choses. On n'est pas obligé d'en parler publiquement, mais on peut soulever effectivement cette dimension des droits humains. Alors, la Légion d'honneur, voilà, oui, peut-être c'est un signe auquel les dirigeants étrangers sont très attentifs et très attachés. Bon, voilà. Et c'est vital pour la France de parler avec des pays comme l'Inde pour faire face, par exemple, à la Russie dans ce contexte de guerre en Ukraine. C'est vital de parler avec alors eux. là, pour le coup, c'est tout à fait essentiel de parler à un pays comme l'Inde, parce que l'Inde a d'abord deux grands voisins, la Russie et la Chine, qui sont quand même des acteurs essentiels dans le monde. Et la Russie, on sait ce qu'elle a commis et ce qu'elle fait. Et l'Inde conserve avec la Russie des relations qui sont beaucoup plus étroites que le monde occidental pour l'instant. Un 14 juillet qui a marqué également la fin des 100 jours d'apaisement du chef de l'État. Pour vous, Christian Cambon, ce sera le thème de notre grand débat tout à l'heure. Comment le chef d'État sort de cette séquence ? Est-ce qu'on peut dire qu'il sort affaibli de cette séquence des 100 jours ? Je pense déjà que le concept des 100 jours, peut-être une allusion lointaine à Napoléon, je ne sais pas très bien d'où vient cette expression. Je pense qu'il faut se méfier de ce genre de catégorie. On vit effectivement une période qui a été fortement marquée par un débat sur les retraites, puis après sont arrivées ces manifestations qui ont capté l'attention du public et qui finalement empêchent, j'imagine, le président de la République de conduire les véritables réformes qu'il souhaite faire. En tous les cas, il les ralentit. Alors, on vit dans une période politique qui est assez incertaine. Moi, j'ai la chance d'être au Sénat, qui reste une assemblée, somme toute, assez paisible et sereine. Mais même au Sénat, on a des difficultés à analyser la situation politique avec une situation financière quand même très compliquée, plus de 3 000 milliards de dettes, cette affaire des retraites qui, certes, a été votée, mais laisse quelque part des traces dans l'opinion publique, ces manifestations et ce désir d'ordre, d'autorité qui sourdent partout. Donc c'est assez difficile d'apprécier la situation, et donc je pense que le président de la République tente certainement de faire ce qu'il peut. Moi, je n'appartiens pas directement à sa majorité, donc j'en parle avec un peu de recul. Mais si vous voulez, je pense pas que ces 100 jours marquent une époque, une période essentielle de ce quinquennat. Mais ces difficultés d'Emmanuel Macron depuis le début de son mandat avec sa majorité relative, est-ce que ça marque pas aussi une occasion pour le Sénat de rejouer un peu un rôle clé elle avait déjà un rôle clé dans la vie politique française, mais là vraiment d'être une assemblée où j'ai l'impression que les débats pendant la réforme de retraite, on a beaucoup écouté ceux du Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale où c'était un cohu-bohu total. Est-ce que le Sénat revient au cœur de la vie politique française ? Je pense que si nous étions dans un régime où il n'y avait qu'une seule assemblée, en l'occurrence l'Assemblée nationale, la situation politique serait assez différente. Le Sénat joue un rôle de modérateur et essaye à la fois d'être fidèle à ses conceptions, à sa doctrine, et
il se situe dans une opposition raisonnable. On approuve ce qui doit l'être. Je viens de rapporter le projet de loi de programmation militaire que nous avons fait voter. J'allais vous en parler. Mais lorsque l'on n'est pas d'accord avec un certain nombre d'orientations, que ce soit le président du Sénat lui-même, qui voit le chef de l'État à de nombreuses reprises, ou que ce soit les différents groupes, nous manifestons nos positions. Et je pense que c'est important. Dans l'affaire des retraites, nous avons joué le rôle qu'on attend d'un Parlement. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on a étudié, on a soupesé, on a modifié et on a voté. La loi de programmation militaire, vous en parliez, 2024-2030, elle a donc été adoptée par les deux chambres du Parlement après qu'une version du texte ait été trouvée en commission mixte paritaire à laquelle vous participiez, si je ne dis pas de bêtises. Cette loi prévoit une hausse du budget accordé à la défense, un consensus transpartisan. La preuve, Christian Cambon, que face aux menaces extérieures, les élus savent se mettre d'accord quand il le faut. Oui, je pense que cet accord était absolument nécessaire parce que vous savez, nos forces armées ont fait l'objet de plus de 20 ans d'éreintement. On a régulièrement pioché en quelque sorte dans le budget des armées et on les a affaiblis durablement, que ce soit sur les équipements, mais aussi et surtout sur l'entraînement, la formation, c'est-à-dire la mise en condition opérationnelle de nos armées. Et donc le Sénat a marqué de sa patte ce texte en demandant que l'on rehausse les dépenses de maintien, de formation et d'entretien des forces armées dès l'année 2024 et non pas comme le gouvernement le proposait à partir de 2027, c'est-à-dire dans un autre quinquennat. Et c'est pour ça que, à partir du moment où le gouvernement a fait un pas et a accepté effectivement de rajouter 2,3 milliards dans les 4 prochaines années, nous avons considéré qu'il y avait un effort qui était fait et dans ce cas-là, le consensus peut être conclu. Dans la loi de programmation militaire, il y a un des articles qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'article 23. Il porte sur les réquisitions militaires. Il synthétise plusieurs articles du Code de la Défense et l'adapte. Elle prévoit donc le déclenchement des réquisitions en cas de menaces actuelles ou prévisibles, plus seulement donc en cas de mobilisation de l'armée sur le territoire. Il y a plusieurs internautes qui dénoncent une dérive autoritaire. Que leur répondez-vous ? Écoutez, je pense que la question mérite d'être posée. Nous nous la sommes posée, bien évidemment. Simplement, je crois que cet article vise maintenant une situation internationale qui est assez compliquée à saisir. Qui aurait imaginé, il y a 2 ans, il y a 3 ans, la situation dans laquelle nous sommes? Alors, les réquisitions, nous en avons beaucoup parlé, que ce soit en ce qui concerne les personnes, que ce soit en ce qui concerne les entreprises aussi qui vont avoir l'obligation de constituer des stocks de munitions. Je parle des industries de défense, bien entendu. Bon, ceci, c'est la loi qui le prévoit, mais je rappelle que les conditions qui sont exigées pour être mises en œuvre sont suffisamment strictes pour qu'à la fois le Parlement puisse avoir un mot à dire et que les libertés publiques soient protégées. C'est en tous les cas, vous le savez, une priorité permanente du Sénat. C'est peut-être juste le terme de menace en fait qui a l'air de bloquer. Il y a certains qui pensent qu'elle est trop floue. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu la définir un peu plus ? On aurait pu la définir un peu plus. Vous savez, quand il y a un consensus entre 2 assemblées qui ne pensent pas la même chose, il y a la recherche d'un consensus et donc chacun essaye de faire des pas les uns vers les autres. Le gouvernement tenait à cette définition. Bon, nous l'avons acceptée, sachant qu'il y a beaucoup de moyens de contrôler cette situation si jamais elle se présentait. Autre événement de cette semaine, le sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. On apporte des nouvelles garanties à l'Ukraine, des garanties sécuritaires, mais le pays s'engage en échange à améliorer sa gouvernance. Mais pourtant, on ne fait pas rentrer encore l'Ukraine dans l'OTAN. Faut-il aller plus loin et réellement faire rentrer Kiev dans l'Alliance ? Personnellement, je pense que il n'est pas temps pour l'instant de faire entrer l'Ukraine. De toute façon, la charte de l'OTAN interdit de faire entrer un pays qui est en guerre. Donc pour l'instant, je crois qu'il faut attendre la paix, ou en tous les cas le cessez-le-feu, une situation de paix qui n'est pas prévisible pour l'instant. Je pense que rien ne serait pire que de tenter une adhésion de l'Ukraine immédiatement, parce que, vous savez, si l'Ukraine entre au sein de l'OTAN, c'est l'application de l'article 5, c'est-à-dire qu'il y aurait une intervention de toutes les puissances occidentales. C'est tout ce que nous avons refusé jusqu'à présent. Alors je pense que on approvisionne, on aide effectivement l'armée ukrainienne à se doter de matériel excessivement performant. Vous avez vu que le président de la République vient de décider d'envoyer des missiles Scalp, des missiles air-sol. Bon, on les aide sur l'armement, mais il n'est pas temps de concourir pour l'instant à la sécurité de l'Ukraine avec des soldats de l'OTAN. Ça, c'est tout à fait exclu. Et dans cette aide à l'Ukraine, il faudrait qu'on aille plus loin, la France ?
Comme l'on fait, Et par on exemple, au on en Royaume-Uni. fait déjà beaucoup, on n'est pas seul, on en fait évidemment moins que les États-Unis, mais les États-Unis ont beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, très efficaces. On a parlé des canons César, les AMX-10, on a été les premiers à envoyer des chars. Maintenant, on envoie un certain nombre de missiles air-sol. On forme des pilotes lorsque des avions leur parviendront. C'est des problèmes assez compliqués du reste, hein, parce qu'il ne s'agit pas de doter ces pays sans y réfléchir. Pour l'instant, je pense que il y aura besoin surtout de munitions. Les échos que nous avons, c'est un combat très difficile qui crée beaucoup de souffrance, bien évidemment, et on souhaite tous que ça s'arrête. Mais pour l'instant, les Ukrainiens ont besoin de munitions et d'armement. Une dernière question avant de nous quitter. En septembre, ce sont les élections sénatoriales. Vous vous représenterez à ces élections ? Oui, oui, tout à fait. J'ai l'honneur de conduire la liste sénatoriale, une liste de très grands rassemblements, avec le soutien de plus de la moitié de mon département. Donc j'espère qu'on va faire un bon score qui va refléter le résultat des élections municipales qui avait quand même été, qui nous avait été très favorable. On avait gagné des villes. Alors j'espère provoquer la réplique au Sénat de ces beaux succès. Rendez-vous donc aux élections sénatoriales. Merci beaucoup, Christian Merci. Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat.